Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, avec Alexandre Mingan et dans le cadre de notre matière application système, nous allons vous présenter notre projet donc, de développement d'une unité de contrôle moteur, aussi communément appelée ECU. Si je nous présente rapidement, donc Alexandre Mingan et moi-même, nous sommes en FIPA troisième année en spécialité système embarqué. Voilà. Ok, donc au cours de cette présentation, dans un premier temps, on va vous présenter le projet, que ce soit au niveau du contexte et des objectifs. Euh, Également, nous vous présenterons le fonctionnement d'un moteur thermique 4 temps, puisque c'est la base du projet, en parlant évidemment des différentes servitudes, des périphériques et des différents capteurs. Dans un second temps, nous verrons la partie développement, que ce soit le développement de l'électronique embarquée sur le CU, mais également une partie monitoring pour gérer le bon fonctionnement de l'ECI, pour finir par le développement de la gestion moteur et la programmation du microcontrôleur. Pour finir, nous vous parlerons de la suite du projet, puisque nous prévoyons une suite du projet, euh, puisque le projet n'est pas encore fini. Nous prévoyons d'une part de continuer la programmation, de faire différents essais secondaires et également différentes perspectives d'évolution et des orientations futures par rapport au projet. Donc pour rappel, je vais vous énumérer les différents objectifs et le contexte par rapport au projet. Donc par rapport au projet, notre objectif était de concevoir et d'assembler de A à Z un calculateur moteur permettant d'acquérir d'une part une compréhension des moteurs thermiques, mais également de concevoir le calculateur, donc le CU, en utilisant un microcontrôleur STM32, puisque c'est un microcontrôleur qu'on a déjà utilisé et qu'on apprécie. Dans un second temps, ça a été de développer et de tester un outil de monitoring pour contrôler et et monitorer donc l'ECU. Et enfin, ça a été de développer et de tester un programme de gestion du microcontrôleur, enfin, pour le microcontrôleur plutôt, lié à notre CU. Je vais vous faire une présentation du fonctionnement d'un moteur essence 4 temps. Car le but de notre projet, c'est de gérer un moteur grâce à un calculateur. Mais avant tout, un moteur, on va retrouver différents organes mécaniques que je vais présenter ici. Donc on va retrouver le piston avec le piston avec l'organe qui permet de le maintenir, en anglais connecting rod, en français La bielle. la bielle, oui voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là, on est sur un moteur de voiture, donc on va retrouver plus d'un piston. On peut en avoir 3, 4, 5, etc. Et pour connecter tous ces pistons entre eux, on va retrouver le vilebrequin qui se trouve voilà, dans l'axe de tous les pistons. Donc au-dessus du piston, on va retrouver la chambre de combustion dans laquelle finalement l'explosion va être réalisée, que je le détaillerai plus tard. Et on va retrouver deux organes mécaniques. C'est Soupape. des soupapes. On va retrouver deux types de soupapes, une soupape d'admission d'air et une soupape d'échappement. Et enfin, on va retrouver la bobine d'allumage, qui est ce qui permet finalement d'enflammer le mélange. Donc pourquoi un moteur essence 4 temps? Car 4 temps, car une combustion, enfin un cycle est réalisé en 4 temps. Donc la première étape, c'est l'étape d'admission. Durant l'admission, la soupape d'échappement est fermée et la soupape d'admission est ouverte. Le piston va descendre, ce qui va créer une dépression permettant d'aspirer le mélange air-essence venant de l'admission. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la compression. À cette étape, les deux soupapes sont fermées, ce qui va rendre la culasse hermétique. Et le piston va remonter et comprimer le mélange air-essence. Cette simple compression, elle va élever le mélange carburé à une température d'environ 300 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cette température elle s'élève à 100 degrés supplémentaires, le mélange risque de s'enflammer spontanément, donc automatiquement. Et c'est ce qu'on appelle de l'auto-allumage, et ce n'est pas souhaité dans un moteur thermique, enfin dans un moteur essence 4 temps. Donc la troisième étape, la détente. Donc le piston, comme il est arrivé à son point le plus haut, aussi appelé PMH, une étincelle va jaillir entre les électrodes de la bougie, ce qui va provoquer l'inflammation des gaz, ce qui va aussi résulter d'une élévation de la pression et de la température dans la chambre de combustion,
ce qui va pousser le piston à redescendre vers le bas, vers son poil plus bas. Et lorsque le piston arrive à ce point bas, les deux soupapes sont encore fermées. C'est ce qu'il faut savoir. Et enfin, la quatrième étape, l'étape d'échappement, la soupape d'échappement s'ouvre et le piston, en remontant, va venir pousser les gaz brûlés vers l'orifice d'échappement. Donc voilà les 4 étapes d'un moteur essence 4 temps. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est vraiment, on va dire, dans la partie mécanique. Maintenant, dans les moteurs modernes, on va retrouver divers capteurs et actionneurs qui vont être contrôlés électroniquement pour des moteurs modernes, la plupart. Donc dans les capteurs, on va retrouver tout d'abord la lambda, aussi appelée capteur oxygène, qui va être positionné en sortie du moteur, et ça va permettre de savoir si la combustion est riche ou pauvre en air. Oui, en air. On a aussi la position du papillon. Donc la position du papillon, ce qu'il faut voir, c'est que ça va permettre de connaître le débit d'air en entrée du moteur. Et ce papillon peut avoir deux actions. Il peut être aussi capteur et aussi actionneur. En effet, ce papillon, il peut être actionné soit sur je dirais, la majorité des modèles avec une action mécanique, donc juste avec un câble sous tension, ou pour certains systèmes peut-être plus modernes avec une action électronique. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver la sonde de température d'air, donc au niveau des capteurs. Donc là, cette sonde, elle est positionnée en admission du moteur et elle va permettre de régler l'allumage et l'injection. Et enfin, on va retrouver le dernier capteur, donc le capteur PMH, qui va être positionné sur ce qu'on appelle la roue phonique. Donc la roue phonique, c'est un engrenage avec un nombre de dents connu, donc typiquement 36 moins 1 car sur les 36 dents, il y en a une qui va être enlevée. Et ce creux, ça va nous permettre de finalement connaître, ça va nous servir de référence. Et donc, le capteur PMH, il va permettre de mesurer la position du vilebrequin ou des arbres à cam. On va rester sur vilebrequin, je ne vais pas détailler ce qu'est un arbre à cam. Et ça va permettre de synchroniser l'injection de carburant et l'allumage dans le moteur. Ensuite, au niveau des actionneurs, on va retrouver les bobines d'allumage qui vont permettre de réaliser la combustion comme décrit plus tôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types, à transistor interne et à transistor externe. Et on va retrouver enfin les injecteurs qui vont permettre d'injecter le carburant pour la combustion. Et ce qu'il faut voir, c'est que le débit, il va être géré grâce à un temps d'injection et une cartographie moteur. Donc voilà pour les différents capteurs réactionneurs. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que d'un point de vue cycle, comment ça fonctionne, notre moteur va renvoyer des informations qui vont être collectées par les différents capteurs. Ces capteurs-là vont envoyer des données au calculateur. Le calculateur va les analyser et grâce à ces informations, il va gérer les différents actionneurs qui eux-mêmes vont avoir un impact sur le moteur. Et après, on arrive dans une boucle où on retrouve finalement une gestion moteur. Voilà. Donc, à présent, on va passer à la seconde partie de la présentation, la partie développement. Donc, comme vous saviez, on a voulu développer notre calculateur autour d'un microcontrôleur spécifique, le STM32F407. Pourquoi ce microcontrôleur? Tout simplement parce qu'on avait suivi une formation l'été dernier sur ce type de microcontrôleur et qu'on était plutôt à même de travailler avec celui-ci. Néanmoins, on a quand même eu une première problématique, c'était de savoir si ce microcontrôleur correspondait à notre besoin et s'il pouvait faire fonctionner tout simplement un ECU. Donc pour savoir si il correspondait à notre besoin, on s'est basé sur deux autres projets open source disponibles euh, ayant déjà réalisé un calculateur moteur. Donc, les deux projets se nomment donc le projet Speeduino et le projet Megasquirt. Le projet Speeduino utilisant un ATmega 328p, tandis que le projet Megasquirt utilisant un Motorola. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ATmega ainsi que le microcontrôleur Motorola ont des performances, que ce soit au niveau de la vitesse du CPU, de la mémoire flash ou encore de la RAM, bien inférieures à celui du STM32. D'autre part, en analysant les programmes développés sur les deux différents projets, on peut remarquer qu'au niveau de la RAM et au niveau de la flash,
euh, les données utilisées sont quand même relativement minimes. Donc, à partir de cette première analyse, on a pu se rendre compte que notre microcontrôleur pourrait correspondre à notre besoin et pourrait être utilisé pour réaliser un ECU. Donc, à partir de là, en connaissant notre microcontrôleur et en ayant également la connaissance des deux projets déjà existants, que ce soit le projet Speeduino ou le projet Megasquirt, on a dû réaliser des adaptations pour que notre microcontrôleur puisse interagir avec l'électronique embarquée autour et interagissant donc avec celui-ci. Donc pour ce faire et pour déterminer si les différents composants interagissaient bien avec le microcontrôleur et correspondaient bien aux besoins, on a utilisé le logiciel LTSpice. Donc ce logiciel, tout simplement, il permet de simuler et de visualiser grâce à un affichage graphique des courbes montrant le courant, la tension, etc. Par rapport à différents montages. Donc, comme vous pouvez le voir sur la présentation ici, tout a été très segmenté au niveau de l'électronique, que ce soit la partie alimentation, la partie injecteur, la partie allumage. Évidemment, ces projets sont basés, enfin, l'électronique est d'une part un peu basée sur les projets Megasquirt et, Speeduino, tout en sachant que notre microcontrôleur n'accepte que du 3,3 volts, tandis que pour les autres microcontrôleurs, c'est du 5 volts. Donc c'est une petite différence, mais il y a quand même des différentes modifications à réaliser pour pouvoir réaliser tout simplement cette interconnexion. Bon, je ne vais pas rentrer nécessairement trop dans le détail pendant la présentation, mais comme vous pouvez le voir, on a la partie capteur, actionneur, etc. La partie Imbracam, etc. Dans un second temps, une fois que l'ensemble des schémas ont été réalisés et bien segmentés, on a pu passer au routage. Donc que ce soit au niveau du routage ou au niveau de la partie schématique, l'ensemble a été réalisé grâce au logiciel EasyEDA, qui est plutôt simple à prendre en main. Et tout ceci a été synthétisé, comme vous pouvez le voir, sur la droite. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, une fois que les schémas et le PCB ont été routés, on a pu pouvoir euh, récupérer dans un premier temps un fichier Gerber. Donc ce fichier Gerber, à quoi il sert? Il nous sert à connaître pour, pour la société qui va développer le PCB, connaître l'emplacement des différents composants et également le routage. Également, on a pu sortir un fichier BOM. Donc ce fichier BOM contient l'ensemble des composants nécessaires au bon fonctionnement de l'ECU. Donc ces deux fichiers ont été envoyés à la société JLC-PCB. Donc c'est une société qui peut imprimer des PCB et également réaliser tout ce qui est soudage des composants. Néanmoins, on a quand même dû souder certains composants nous-mêmes, dû à des problèmes de disponibilité des composants chez le fournisseur de JLC-PCB. Donc on a dû commander certains composants par nous-mêmes et les souder les différents composants CMS sur la carte. Suite à ça, pour vérifier le bon fonctionnement de notre carte, on a dû, dans un premier temps, interagir avec le cerveau de la carte, autrement dit, interagir avec le microcontrôleur. Donc pour ce faire, on a dû utiliser un ST-Link V2. Pourquoi un ST-Link V2? Puisque il possède un petit microcontrôleur. Sur ce ST-Link V2, il y a un USB qu'on branche au PC et ensuite, via le microcontrôleur, il va pouvoir interagir à notre gros microcontrôleur.
Le microcontrôleur du ST-Link V2 va interagir avec le STM32 tout simplement via les quatre différentes pins ici, comme vous pouvez le voir. Le 3,3, le DIO, le CLK et le GND. Donc on a branché le PC, on a réalisé un petit programme pour vérifier le bon fonctionnement et on s'est rendu compte qu'on pouvait écrire et interagir avec notre microcontrôleur. Donc une fois qu'on savait que le microcontrôleur, enfin qu'on pouvait interagir avec le microcontrôleur, on a décidé de tester l'ensemble de l'électronique, que ce soit au niveau des injecteurs, au niveau des capteurs, etc. Et de réaliser des premiers essais préliminaires, que ce soit au multimètre ou à l'oscillo, voir si l'électronique était bien fonctionnelle ou non. Donc dans notre cas, on a eu de la chance puisque l'électronique était bien fonctionnelle. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie développement plus programme. Donc lorsque Alexandre travaillait plus, on va dire, sur la partie électronique, conception électronique de la carte, de mon côté, j'ai commencé à regarder pour la partie monitoring PC. Donc la première étape, c'était recherche et analyser des projets existants. Donc on va retomber sur les deux mêmes projets que présentés juste avant, donc Megascurf et Speeduino, car ces deux projets ont en commun un point, c'est qu'ils utilisent tous les deux un autre logiciel de monitoring qui s'appelle Tuner Studio. Donc Tuner Studio étant développé par EFI Analytics. Donc ce logiciel, on va retrouver deux versions, une version gratuite et une version payante premium, on va dire, avec plus de fonctionnalités. Sachant que la version gratuite peut être utilisée avec une API, avec un certain formalisme afin de récupérer des données d'un ECU. Donc Lunar Studio, c'est un logiciel qui est utilisé pour la configuration et le réglage des systèmes de gestion moteur, donc ECU. Ça permet aux utilisateurs de modifier les paramètres du moteur, tels que l'avance à l'allumage, le temps d'injection de carburant, le rapport air-carburant, aussi appelé AFR, et plein d'autres paramètres. Et aussi, ça permet d'optimiser les performances d'un moteur en fonction de diverses conditions de conduite. Et je ne l'ai pas dit, mais il permet de monitorer les données, donc aussi lecture de capteurs, sonde de température, vitesse du moteur, etc. etc. Donc j'ai analysé un petit peu ce projet, car finalement il était déjà très complet à utiliser dans les deux autres calculateurs, enfin pour les deux autres calculateurs. Donc j'ai regardé comment on pouvait s'en servir. Donc en lisant un petit peu la documentation, je me suis rendu compte que l'API était intéressante, mais étant donné qu'on avait une contrainte de 6 mois pour développer notre projet, je me suis rendu compte qu'on allait perdre énormément de temps à analyser la documentation et à comprendre comment tout fonctionnait et développer finalement une interface. Et à la place de ça, j'en ai conclu, enfin on en a conclu, que ça allait être plus rapide de développer dans un premier temps notre propre interface, tout simplement parce que juste avant cette période d'école, lors de mon stage à l'international, j'ai travaillé sur le développement d'une application en Python avec une interface graphique. Et grâce à ça, on avait gagné du temps sur la partie développement pour réaliser notre propre application. Donc, je vais détailler un peu plus cela. Donc sur la prochaine slide. Ouais. Alors, pour ce faire, donc comme j'ai dit, on a fait le choix de langage de programmation Python. L'interface a été développée en utilisant Python parce que il y a une certaine flexibilité avec le langage et une simplicité de mise en œuvre. Ensuite, on a utilisé une librairie graphique appelée Tkinter. C'est une bibliothèque qui est intégrée à Python directement. Elle est reconnue pour sa facilité d'utilisation et son efficacité dans la conception de GUI, ou Graphical User Interface, interface utilisateur. Et donc, autre aspect, on a utilisé une architecture de type Model Controller View, ou aussi appelée MCV. Donc, la structure de l'interface suit le modèle MCV en séparant clairement la logique métier avec la partie modèle, le traitement des données avec le contrôleur et la représentation graphique avec la vue. L'approche, en fait, elle permet de favoriser de la maintenabilité de l'application et l'évolution du code. Et enfin, on a utilisé des design patterns dans le cadre du développement
on a intégré ces motifs de conception afin d'optimiser la réutilisabilité du code encore et d'améliorer sa lisibilité et en même temps simplifier sa maintenance. Donc les choix techniques et conceptuels ils visent à garantir une expérience utilisateur qui soit meilleure tout en assurant une robustesse et une flexibilité de notre application. Donc voici pour la partie, on va dire, architecture et choix. Et donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que comme on est sur du monitoring, il nous faut une partie communication pour qu'on soit capable de communiquer avec notre calculateur. Donc pour ce faire, donc le choix, ça a été un choix plutôt simple, on va dire, c'est de communiquer en UART, car la majorité des microcontrôleurs ont cette capacité, la majorité des PC aussi. Donc le choix de l'UART aussi, c'est que on avait un peu d'expérience là-dedans, que ce soit moi ou Alexandre. Donc du côté de l'application, on va retrouver une petite interface comme on peut voir donc sur la slide, avec le choix de connexion. Donc dans un premier temps, le seul choix c'est UART. Et après, on va rentrer deux paramètres de connexion, un qui va être le port et le deuxième, le baud rate, pour pouvoir communiquer avec le calculateur. Suite à quoi l'utilisateur peut essayer de se connecter en appuyant sur un bouton et il aura un retour si la connexion a bien été effectuée. Donc voilà pour la partie communication. Et enfin, notre rendu final, du moins à ce jour, de l'application, comme on peut voir ici, qui va nous donner des informations, que ce soit analogiques, avec les compteurs qu'on peut voir sur la droite. Donc en pourcentage, ça serait la position, l'ouverture, le pourcentage d'ouverture de notre papillon, donc pour connaître le débit d'air. On va aussi avoir des informations comme la température d'air, la vitesse moteur ou encore la température de refroidissement. Et aussi, on peut voir sur la gauche des infos plus numériques, instantanées, numériques, oui. Donc avec les injecteurs et les bobines, lorsqu'elles sont allumées, des petits voyants qui viennent finalement nous indiquer qu'ils sont bien actifs. Donc voici pour le rendu, pour le monitoring PC. Donc suite à ça, et une fois que le développement de la carte avait bien avancé, on a commencé à avancer sur la partie gestion moteur. Donc encore une première partie recherche et analyse. On va retrouver encore les deux projets comme avant, Megasquirt et Speeduino. Donc comme c'est des projets qui sont open source, on a directement accès à tout leur code. Ce qui fait que j'ai commencé l'analyse par Megasquirt. Donc comme j'ai pu noter ici, on peut voir que Megasquirt possède beaucoup moins de fichiers de code, du moins pour la partie Megasquirt V2. Je n'ai pas été voir au-dessus et avant. Mais on va retrouver seulement 26 fichiers de code, ce qui fait que le projet est beaucoup plus simple et beaucoup plus court, beaucoup plus compact que Speeduino. Mais c'est aussi le problème, c'est que contrairement à ça, Speeduino, il y a énormément de fichiers en plus, mais le fichier est entièrement commenté et il est très facile à comprendre, on va dire. Ce qui fait que finalement, après un début d'analyse sur Megasquirt, j'ai rabattu mon analyse et mes recherches entièrement sur Speeduino, car en plus d'avoir tous les codes qui sont commentés, Speeduino possède son propre site avec une documentation technique et des aides sur comment modifier le code par nous-mêmes. Donc cette partie analyse, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris du temps, car on n'est pas parti de rien, et cette analyse, il y a énormément de choses à voir. Et du coup, suite à cette analyse qui est encore en cours, car il y a énormément de choses à voir et à comprendre et à découvrir aussi, j'ai pu me concentrer sur commencer à concevoir une structure de notre code, comment il va être géré, et aussi à voir comment gérer les données. Donc notre programme principal, aussi appelé main, on va retrouver différents blocs. Un premier bloc d'initialisation pour pour tous les modules annexes, on va dire, que ce soit matériel ou logiciel directement dans le calculateur. Une fois que cette initialisation est faite, on va finalement rentrer dans une boucle dans laquelle le calculateur va venir répéter la même chose. Donc dans cette boucle, on va retrouver la première partie qui va être la gestion des communications. Donc cette partie gestion des communications, ça va être finalement la partie dans laquelle notre calculateur vient voir s'il a des requêtes de la part de notre monitoring. Et donc si c'est le cas, venir lui envoyer les données qu'il attend. Une fois que la gestion des communications est réalisée, on va venir lire les capteurs. Donc je vais simplifier, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne lit pas à chaque cycle
à chaque cycle d'horloge tous les capteurs. Il y en a certains où on n'a pas besoin de le faire. Typiquement, la température d'air, au vu de notre fréquence d'horloge de 168 MHz, la température, on se doute qu'elle ne va pas changer en moins d'une seconde. Mais encore, là, je suis même en moins d'une milliseconde. Ce qui fait qu'on va venir mettre en place un système de fréquence de lecture. Donc selon les capteurs, on va lire plus ou moins souvent certains capteurs, selon leur pertinence. Et du coup, ça nous permet d'éviter de lire certains capteurs trop souvent et donc de réduire le temps d'occupation processeur, on va dire. Une fois que cette lecture de capteur est réalisée, on va venir récupérer la valeur de volume efficace. Donc, qu'est-ce que la valeur de volume efficace? Ça va être une information sur la quantité d'air qui va se trouver dans le moteur. Donc, on va savoir que notre chambre de combustion va être remplie, par exemple, à 80% d'air. Et grâce à cette information et à ce qu'on appelle l'AFR, l'Air Fuel Ratio, à une target, enfin une cible qu'on veut atteindre, on sait qu'on veut atteindre tel pourcentage d'air carburant, et on sait que à cet instant T, on a tel volume d'air, on est capable euh, de calculer par la suite la quantité de carburant injecté et l'instant auquel on veut l'injecter, plus l'instant à laquelle on va réaliser l'allumage. Donc juste avant de réaliser ces calculs, nous faisons une vérification de synchronisation du vilebrequin. Donc en fait, ça va nous permettre, en fait, c'est la vérification de si on doit injecter et si on doit réaliser l'allumage. En fait, c'est venir vérifier où se trouve notre piston. Est-ce que la position de notre piston est en position haute? Donc cette vérification, finalement, on l'a fait grâce à la lecture du capteur PMH et aussi grâce à des timers. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, on est capable de savoir si notre moteur est prêt à recevoir une injection ou non. Et donc, suivi de ça, nous réalisons la programmation de l'avance à l'allumage selon l'AFR et ce que j'ai détaillé juste avant. Donc, l'avance à l'allumage, ça va être finalement quand est-ce qu'on va venir allumer le mélange, car on ne va pas l'allumer toujours au même moment, on va parfois l'allumer plus tôt, parfois plus tard, selon bien sûr la demande, la charge et différents paramètres. Et enfin, on va programmer la durée et l'avance de l'injection. Donc la durée, ça va permettre de jouer sur la quantité de carburant qu'on va injecter et donc sur le rapport air-carburant. Donc voilà pour la structure de notre code. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver en parallèle de ça différentes structures de données. Je ne vais pas toutes les détailler, mais la principale, ça va être ce qu'on appelle notre structure de données statut, qui va fournir énormément d'informations, que ce soit sur l'initialisation, l'état du moteur, des injecteurs, des bobines d'allumage, de tous les capteurs, des PWM, car comme dit précédemment, l'injection est gérée par PWM, et on va aussi avoir d'autres informations. Donc la structure de données qu'on voit sur la gauche, typiquement, c'est la structure type qu'on peut renvoyer à notre monitoring, et après le monitoring va faire le tri des données qui veut afficher ou non. Donc voilà pour la partie gestion moteur. Donc, maintenant, on va parler de la dernière partie de cette présentation, donc les suites par rapport à ce projet, puisque c'est un projet qui nous a beaucoup plu et qu'on souhaite poursuivre à l'avenir. Et c'est terminé si possible. Et voilà, essayer de terminer dans l'idéal. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans un premier temps, donc, comme on vous a montré tout à l'heure, on a réalisé des tests par rapport à notre maquette, sauf que ces tests sont des tests préliminaires, des tests de bon fonctionnement de l'électronique. Donc ce sont des tests plutôt, on va dire, analogiques qu'on a réalisés dans un premier temps, que ce soit grâce à l'oscilloscope ou au multimètre, ou grâce à une petite maquette simulant la roue phonique ainsi que le capteur PMH pour vérifier le bon fonctionnement et la bonne récupération des différents niveaux par rapport à la roue phonique. Sauf que cette méthode nous permet simplement de tester l'électronique dans un premier temps. Nous, ce qu'on aimerait faire dans un second temps, c'est vraiment réaliser un vrai banc de test numérique qui pourrait vraiment simuler l'ensemble des servitudes et des capteurs. Donc je vais laisser Bastien expliquer cette partie. Donc pour ce faire, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, pour faire fonctionner, synchroniser faire fonctionner le programme qu'on a présenté avant,
il y a une certaine logique à suivre. On ne peut pas avoir, par exemple, une valeur aléatoire pour le capteur PMH et de l'autre côté, mettre une autre valeur aléatoire pour la valeur d'oxygène, donc grâce à la lambda. Ce qui fait qu'on doit avoir une certaine logique sur les valeurs renvoyées par les capteurs. Et donc, ce à quoi on a pensé pour avoir cette logique tout en évitant de trop se casser la tête, c'est d'utiliser les technologies modernes. Et donc, par là, ce que j'entends, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de, je vais éviter de dire de bêtises, mais il me semble, à partir des années 2000, la majorité des véhicules qu'on retrouve sur le marché possèdent une prise qu'on appelle OBD2. Donc, elle est connue principalement comme étant une prise de diagnostic. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au module présent ici, en plus de pouvoir diagnostiquer des pannes sur des véhicules électroniques ou électroniques, on est aussi capable de lire en temps réel les données des différents capteurs qu'on trouve dessus. Et donc l'idée étant, donc grâce à l'outil de diagnostic que je possède personnellement, venir le brancher sur un de mes véhicules, enfin sur une de mes voitures, enfin sur ma voiture, et donc venir récupérer, récolter ces données et les enregistrer sur un PC pour par la suite venir les envoyer sur un autre microcontrôleur qui va se faire passer pour les capteurs auprès de notre calculateur via des branchements. Et donc nous, par la suite, venir monitorer notre calculateur et vérifier que l'injection et l'allumage sont réalisés comme ils sont censés se passer. Ce qui nous permettra finalement de simuler le fonctionnement d'un véhicule tout en évitant de réaliser les essais sur un véhicule réel dans un premier temps et de potentiellement casser un moteur. Donc voilà l'objectif de simulation des données pour avoir un fonctionnement similaire au réel avec une vraie voiture. Et donc tester notre maquette, enfin notre carte. Voilà. Donc, concernant la partie programmation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le code est quand même vraiment conséquent. Le code à développer, puisqu'il nous reste voilà, beaucoup de parties, et même toute la gestion de la régulation, du PID, etc. Donc, on va continuer d'analyser que ce soit les différents projets Speeduino et Megasquirt pour essayer de récupérer des infos et de se former par rapport à ça, tout en continuant à développer notre code euh, et l'implémenter sur notre microcontrôleur. Également, comme l'a dit Bastien, euh, donc on a développé une application de monitoring, sauf que par la suite, enfin, plus ça va et plus on se rend compte que ce serait bien d'adapter notre calculateur et son fonctionnement à un outil de monitoring utilisé universellement dans le domaine. Donc, autrement dit, le logiciel Tuner Studio, développé par EFI. Donc, pour ce faire, il faudra qu'on analyse les trames de communication entre le PC et le CU en se basant sur des projets existants. Mm. En fait, oui, c'est ça, c'est revenir sur notre choix qu'on a fait au départ, car maintenant les 6 mois sont passés. Et là, l'objectif, ça serait plutôt, on va dire, de faire les choses bien, même si ça prend du temps. Et donc, passer sur, revenir sur Tuner Studio, sachant qu'en parallèle de ça, comme on a commencé à analyser le scope de Speeduino qui communique via un PC et envoie les données sur Tuner Studio, on voit à peu près, on a une meilleure idée de comment cela fonctionne et donc une meilleure idée de comment mettre en place l'utilisation de Tuner Studio. Ce qui serait finalement plus simple parce que ça nous permet de nous de pas avoir à se soucier du fonctionnement, de soucis de programmation ou quoi que ce soit lié au monitoring et d'être entièrement concentré sur la partie gestion moteur, puisque le logiciel en fait a été développé en parallèle par une autre équipe et on sait aujourd'hui qu'elle fonctionne car elle est utilisée dans Speeduino ou Megasquirt. Donc voilà l'objectif. Voilà. Donc, pour conclure, c'est un projet qu'on a vraiment adoré, puisque ben, forcément, on est intéressé par le domaine, que ce soit au niveau de l'électronique ou au niveau du fonctionnement moteur et de la gestion des moteurs thermiques. Donc, c'est un projet qu'on va continuer à l'avenir, que ce soit par rapport à la partie développement du programme
et des différentes phases de test. L'objectif étant, en définitive, de tester le CU donc, dans des conditions réelles, autrement dit sur un moteur thermique, et de vérifier le bon fonctionnement et d'implémenter des tests et de vérifier la bonne efficacité de l'ECU. Enfin, on aimerait bien, pourquoi pas, rendre le projet open source pour créer une communauté et voir si des gens sont intéressés par le projet et continuer à développer du code en collaboration avec d'autres personnes en ayant l'expérience d'autres personnes sur le sujet. Voilà. Et pour finaliser pour cette conclusion, ce projet aura été très intéressant et très en lien finalement avec la formation, car les compétences mobilisées ont été de l'analyse, de la recherche, et aussi que ce soit électronique, informatique. Donc en électronique, conception de PCB, enfin avant la conception de PCB, conception compréhension de circuits électroniques, choix de composants, conception de PCB, impression, soudure, test et essai de cartes, et aussi programmation, donc plus logiciel PC. On a eu de la programmation beaucoup plus bas niveau, parce qu'on a eu haut niveau, je dirais, avec le monitoring qui était en Python, et bas niveau avec le programmation de la carte en C, C++. Sachant qu'on l'a pas dit, mais la programmation se réalise avec l'IDE STM32, STM Cube IDE. J'espère que j'ai pas. Oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ça a permis aussi de voir comment finalement on envoie aussi un programme sur une carte électronique fait par nous-mêmes, donc comme l'a expliqué Alexandre plus tôt. Ce qui fait que je pense que ce projet s'inscrit très bien dans le cadre d'une formation en système embarqué, et on espère que ça répond aux attentes de cette matière. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questionnements, des interrogations ou si le projet vous intéresse, on n'hésitera pas à vous répondre par mail. Merci à vous. Et voilà, merci.